le garçon ne pleurait qu'à 3 heures du matin. 3 mois plus tard, sa mère a découvert pourquoi. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant. Nathalie posa le biberon sur la table et ramena la couverture sur Henri. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 2h58. Chaque nuit lui semblait être une répétition du même scénario, et elle savait qu'il restait moins de 20 minutes avant que le petit appartement ne se remplisse de cris. Henri n'avait que 14 mois, avec de douces boucles brunes et de grands yeux noirs et ronds qui pétillaient habituellement de curiosité et de vivacité. Mais la nuit, quand tout se taisait, ses yeux se transformaient en un cauchemar que Nathalie elle-même n'osait nommer. Les pleurs ont commencé à 15h15 précise, jamais une minute en avance, jamais une seconde en retard. Henri, bébé, maman est là, murmura Nathalie en se précipitant vers le berceau. Le petit garçon se débattait, comme si quelque chose le pressait, ses bras s'agitaient et ses jambes battaient violemment en l'air. Son visage était rouge et des larmes coulaient sur ses joues. Elle le souleva et tenta de le calmer, pressant sa joue contre son front pour vérifier s'il avait de la fièvre, mais sa température était normale et sa respiration régulière. Seul son regard était fixé sur le coin de la pièce où se trouvait le vieux mini-frigo. 16 nuits d'affilée, Nathalie avait compté chaque nuit, chaque minute, chaque seconde. Au début, elle avait cru à une poussée dentaire ou à un trouble du sommeil, mais Henri allait parfaitement bien pendant la journée. Il mangeait bien, jouait joyeusement et riait même plus que les autres bébés de son âge. Pourtant, le soir, à 3h15 précise, c'était comme si un interrupteur caché s'était déclenché, le plongeant dans une panique qu'aucun réconfort ne pouvait apaiser. Elle avait tout essayé. Elle l'emmena à la clinique pédiatrique Saint-Marie, où le docteur Hélène, une femme douce d'âge mûr, connue pour son excellent comportement au chevet du patient, l'examina minutieusement. « Mademoiselle Nathalie, votre enfant ne présente aucun signe de maladie. Il est juste un peu sensible, peut-être un trouble du sommeil, dit le médecin. » Nathalie hocha la tête, mais le doute s'amplifia. Comment cela avait-il pu arriver exactement à la même heure chaque nuit? Elle changea le matelas, les couvertures, vaporisa de l'huile essentielle de lavande, changea même de chambre. Elle le laissa dormir avec elle, puis le remit dans son berceau, mais où qu'il soit, les pleurs arrivaient toujours à point nommé ou des cris violents et déchirants, comme une main invisible serrant l'âme de l'enfant. Elle en parla à Émilie, sa meilleure amie et collègue au Sunlight Café. Émilie pencha la tête, secoua ses cheveux roux orangés et murmura « Il y a peut-être un problème avec l'appartement. » Nathalie força un rire. « Je ne crois pas à ces trucs spirituels, Émilie. Je pense que c'est psychologique, dit-elle, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle essayait de se rassurer. Cette nuit-là, alors qu'elle tenait Henri dans ses bras pour tenter de le calmer, elle commença à se sentir essoufflée non pas à cause des pleurs, mais à cause de son impuissance. Une impuissance profonde et consciente, comme si quelque chose d'important se produisait, qu'elle ne pouvait ni voir ni comprendre. Le regard d'Henri dans ce coin, son regard n'était pas seulement celui d'un enfant, c'était une terreur primitive, pure. « Je suis désolée, ma puce, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vais trouver. Le lendemain matin, après qu'Henri se fut enfin assoupi après près de 40 minutes de hurlements, Nathalie resta assise, immobile, par terre. Elle ne voulait pas aller travailler. Elle ne voulait parler à personne. Mais la vie n'attend pas, et les factures ne se paient pas toutes seules. Elle était mère célibataire, personne d'autre qu'elle ne pouvait s'occuper d'Henri. En sortant de l'appartement, Nathalie croisa Monsieur Anthony, le voisin du dessus. C'était un ingénieur à la retraite qui portait toujours des pulls épais, même au printemps, et qui avait l'habitude de se promener tôt le matin. Voyant le visage épuisé de Nathalie, il marqua une pause. « Encore une nuit difficile ?» demanda-t-il. « Oui, le bébé, il pleurait encore toutes les nuits » soupira Nathalie. « À quelle heure ?» Anthony fronça les sourcils. 15h15, hésita-t-elle. « Toujours à cette heure-là. » Il marmonna quelque chose qu'elle ne comprit pas, puis hocha la tête comme s'il comprenait. « Cet appartement, j'ai entendu certaines choses, mais je ne suis pas sûr que vous ayez envie de savoir. » Ces mots restèrent en suspens tandis qu'il s'éloignait. Le reste de la journée, des questions lui tournaient dans la tête. Pourquoi 15h15? Pourquoi toujours ce coin? Avait-elle manqué quelque chose, ou était-elle simplement trop épuisée et stressée, imaginant tout cela? Ce soir-là, Nathalie déposa Henri dans son berceau, l'embrassa sur le front et s'assit à côté de lui, enveloppé dans une couverture, sans le quitter des yeux. « S'il te plaît, ne le laisse plus pleurer » murmura-t-elle comme une prière.
À 15h15, les pleurs recommencèrent pour la 17e fois. Nathalie serrait son fils fort contre elle, les larmes coulant à flots. Le lendemain matin, elle se rendit à la pharmacie la plus proche et vit Claire, la pharmacienne d'âge mûr à la voix douce et au visage toujours compréhensif. « Tu as peut-être besoin de somnifères », proposa Claire, « mais honnêtement, je pense que tu as vraiment besoin de repos. » Nathalie eut un sourire amer. « Étant mère célibataire, le repos est un luxe, répondit-elle. « Alors tu as besoin d'aide, de quelqu'un pour surveiller le bébé la nuit. »« De la famille ou des amis ?» demanda Claire. Nathalie secoua la tête. « Personne. Juste moi. » De retour chez elle, elle contempla l'appartement qui lui avait autrefois offert l'espoir d'une vie paisible. Désormais, chaque mur, chaque bruit la mettait en alerte. Le parquet craquait, le vent s'infiltrait par l'encadrement de la porte, et les lampadaires projetaient des ombres au plafond comme des lames sur ses yeux. L'air était toujours froid, même si le thermostat était réglé au maximum. Nathalie sortit un carnet et commença à noter chaque nuit, les pleurs, leur intensité, les réactions d'Henri, l'endroit où il regardait, la température de la pièce. Elle scotcha un plan au mur et encercla en rouge le coin froid là où son fils fixait toujours du regard. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle. Elle ouvrit le mini-frigo. À l'intérieur se trouvaient quelques bouteilles d'eau, des briques de lait non ouvertes et des lingettes humides. Pas d'odeurs étranges, pas de bruits bizarres, mais c'était clairement le cœur de sa peur. Cette nuit-là, Henri ne dormirait pas. Tandis que Nathalie le berçait, il se tortillait, les yeux rivés sur le réfrigérateur, les mains serrées contre elle, murmurant quelque chose comme « Non, non, maman ». Nathalie frissonna. Elle commença à documenter ces événements de manière obsessionnelle, gardant un carnet près de son lit, un stylo accroché à la couverture. Chaque soir, si Henri finissait par se rendormir avec un peu de chance où elle écrivait, poussée par une force insensée. 3h15. Henri s'est réveillé en hurlant pendant 2 minutes et 47 secondes. Il a regardé le réfrigérateur. Il a pleuré plus fort lorsqu'on l'a sorti de son berceau. Température ambiante, 21,4 degrés Celsius. Aucun bruit inhabituel. Éclairage, veilleuse jaune. Le coin du réfrigérateur est resté dans l'ombre. Pourquoi toujours à cette heure-là? Nathalie a étudié les rythmes circadiens, les cycles du sommeil paradoxal et même les phénomènes paranormaux liés à l'heure de 3h à 4h du matin. Elle ne croyait pas aux fantômes, mais la peur ne vous demande pas si vous croyez, elle vous envahit simplement l'esprit. Un après-midi, pendant qu'Henri faisait la sieste, Nathalie frappa à la porte de Sarah, la jeune artiste qui habitait de l'autre côté du couloir et veillait souvent tard. Sarah ouvrit, les yeux encore embrumés. « Sarah, désolée de te déranger, mais as-tu entendu un bébé pleurer la nuit ces derniers temps ?» demanda Nathalie. Sarah fronça les sourcils. « Parfois, mais je pensais que ça venait d'en haut. »« Pourquoi ? » ?»« C'est mon fils. Il pleure toujours à 3h15 du matin, pas une minute de moins. » Leur fils arrêtait Sarah, elle jeta un coup d'œil au-delà de Nathalie, comme si elle réévaluait l'appartement en face du sien. « C'est étrange, » dit Sarah doucement. « J'ai rêvé que je me réveillais à cette heure précise toutes les nuits, mais je n'ai pas d'horloge dans ma chambre, alors je devine. » Les jointures de Nathalie blanchirent tandis qu'elle agrippait le chambranle de la porte. « Tu crois qu'il se passe quelque chose d'étrange ?» demanda-t-elle. Sarah marqua une pause, son regard se porta vers le couloir, puis acquiesça faiblement. « Cet endroit, et ses rêves, admit Sarah à voix basse, me mettent mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis restée seule trop longtemps. » De retour à son appartement, Nathalie avait les idées plus embrouillées que jamais. Ce n'était pas une coïncidence si son fils se réveillait à 3h15 précise chaque nuit et qu'un voisin avait rêvé à la même heure. Une fois Henri endormi, elle inspecta méthodiquement la pièce. Elle remplaça la veilleuse jaune par une lumière blanche plus douce ou inutilement. Elle calfeutra les bords des fenêtres avec du ruban isolant thermique, aucun changement. Elle installa un thermomètre toutes les heures, aucune variation notable. Quelle en était donc la cause? Le lendemain, devant une soupe tiède au Sunlight Café, Nathalie avoua sa peur. « Je commence à avoir peur de mon propre appartement. » Émilie fronça les sourcils. « Je te l'ai dit, pourquoi n'emmènes-tu pas Henri chez tes parents quelques jours ?» Nathalie secoua la tête. « Je ne veux pas m'enfuir. Si quelque chose arrive vraiment, je dois y faire face. Je ne peux pas laisser mon enfant endurer ça seul. » Émilie soupira. « Alors,
appelle au moins quelqu'un pour inspecter les lieux, ou essaie un rituel de purification. Nathalie laissa échapper un rire sec. Moi? Une personne logique? Je m'effondre à cause d'une horloge biologique qui sonne à 3h15 toutes les nuits. Les paroles d'Émilie figèrent Nathalie sur son siège. Elle avait raison, elle sombrait dans le délire. Mais comment pouvait-elle ignorer le regard terrifié de son fils? Un enfant de 14 mois ne pouvait pas mentir, il réagissait seulement à l'instinct. Cette nuit-là, Nathalie décida de tester sa propre santé mentale. Elle s'assit devant le miroir et activa l'enregistreur vocal de son téléphone. Nathalie Carter, 2h30 du matin. Je ne sais pas combien de temps il me reste de santé mentale, mais je sais que mon fils, Henri, se réveille en hurlant toutes les nuits à 3h15 précises. Je reste éveillé pour en être témoin. Je ne crois ni aux fantômes ni au surnaturel, je ne crois qu'aux preuves. Elle posa le téléphone sur la table face au berceau d'Henri, carnet à la main. À 15h14, Henri commença à s'agiter. Nathalie retint son souffle. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, le regard fixé sur le coin où se trouvait le mini-frigo. Puis, à 15h15 précise, un cri retentit, plus fort et plus désespéré qu'auparavant. Nathalie se précipita, le prit dans ses bras et lui tapota doucement le dos. « Maman est là. Je suis là. N'aie pas peur. » Mais Henri ne la regarda pas, il fixa son épaule. Nathalie se retourna, un frisson lui parcourut l'échine. Il n'y avait rien, et pourtant ce coin avait figé son fils. Le lendemain matin, elle réécouta l'enregistrement. Aucun bruit inhabituel, hormis les sanglots d'Henri, mais sa propre voix lorsqu'elle annonça leur tremblait si faiblement qu'elle la sursauta. Chaque nuit blanche minait son esprit. Des rêves récurrents la hantaient, coincée dans l'appartement, la porte fermée, les cris d'Henri résonnant sans fin. Un jour, elle se réveilla à 3h15, se dirigea vers le réfrigérateur et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Une brume froide enveloppa une petite main qui l'attendait. Elle se réveilla à nouveau, le cœur battant. « Non, je me fais des idées », murmura-t-elle, même si au fond d'elle-même elle craignait de ne pas l'être. Finalement, désespérée, Nathalie appela sa mère, Clara, qui habitait à près de 3 heures de là, à Los Cusu. « Maman, si je dis ça à voix haute, tu vas croire que je pète les plombs. » Sa voix se brisa. « Nathalie, tu es une mère célibataire, tu manques cruellement de sommeil. Même si tu perds le contrôle, c'est normal. » Mais chaque nuit, Henri se réveille à 3h15 précise et hurle comme si quelqu'un lui faisait du mal. Clara resta silencieuse. Puis elle dit doucement, « Dégage, ma puce. » Nathalie était stupéfaite. « Maman, je ne peux pas faire mes valises et partir à cause d'une heure bizarre. J'ai du travail, des frais de déménagement. Parfois, il n'y a aucune raison logique, mais votre instinct vous dit quelque chose. » Elle raccrocha, se sentant plus seule que jamais. Personne ne comprenait vraiment l'horreur de ces nuits, personne n'entendait les cris désespérés d'Henri comme elle. Sauf Henri lui-même. Déterminée, Nathalie a dépensé toutes ses économies et l'argent destiné aux chaussures d'hiver d'Henri pour acheter une caméra infrarouge capable d'enregistrer en basse lumière. Elle n'en a parlé à personne, ni à Émilie, ni à sa mère, ni au docteur Hélène, ni même à Sarah. Il lui fallait des preuves, des images ou des sons irréfutables. Cette nuit-là, une fois Henri endormi, elle installa la caméra dans le coin supérieur, encadrant le berceau, le mini-réfrigérateur et l'entrée de la cuisine. La faible lueur de la veilleuse suffisait juste à l'appareil. La caméra enregistre, murmura-t-elle en consultant son téléphone. Ce soir, maman va le découvrir. Après 30 minutes de sommeil entrecoupé, Nathalie se prépara un café fort et s'assit avec son téléphone. La vidéo dura 8 heures. Elle fit une avance rapide jusqu'à 3h14 minutes 21 secondes. À 3h14 minutes 29 secondes, Henri se réveilla en clignant des yeux, pas encore de pleurs. À 3h14 minutes 42 secondes, il se redressa brusquement, comme tiré de son sommeil par une force invisible. À 3h14 minutes 53 secondes, il fixa le mini-frigo blanc, jauni par le temps. Son expression n'exprimait pas seulement de la peur, mais de la terreur pure, comme s'il assistait à quelque chose d'horrible. Puis, à 3h15 minutes 1 seconde, le cri éclata. Nathalie mit la vidéo sur pause, la tête entre les mains, tremblante. Les yeux de son fils s'étaient ouverts presque 1 minute avant le cri, juste pour regarder ce coin. Ce n'était pas un hasard. Elle rembobina, image par image.
Rien ne bougea dans le coin, pas d'ombre, pas de silhouette. Pourtant, la terreur d'Henri était indéniable. Le cœur battant, elle débrancha le mini-frigo et le fit glisser hors du mur. Derrière, il n'y avait qu'une prise électrique et de la poussière, rien d'anormal. Alors qu'elle le repoussait, un froid soudain envahit la pièce. « Ce n'est pas dans ma tête », murmura-t-elle en s'enroulant dans ses bras. Cet après-midi-là, elle emmena Henri au parc Paradise Gardens pour prendre l'air au soleil. Entourée des rires des enfants, elle se sentait piégée dans un monde parallèle, loin de son cauchemar nocturne. À proximité, une femme bienveillante d'une quarantaine d'années, aux formes généreuses et aux cheveux noirs soigneusement attachés, donnait du porridge à son enfant. Elle sourit à Nathalie. « Votre fils ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon Lily à cet âge-là. Est-ce qu'il pleure la nuit ?» Nathalie hésita, serrant Henri un peu plus fort. Elle hocha alors la tête. « Oui, mais seulement à un moment précis. » La femme pencha la tête. « À quelle heure ?» 3h15 du matin. Le sourire d'Olivia se figea l'espace d'un instant. Nathalie remarqua le calme soudain. Quelque chose ne va pas? Olivia jeta un coup d'œil circulaire dans la cuisine vide, puis se pencha, comme si elle avait peur d'être entendue. Je m'appelle Olivia. J'habitais au 202, dans votre immeuble, il y a 2 ans, quand ma fille venait d'avoir 1 an. Il m'est arrivé quelque chose de très similaire. Nathalie sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que tu viens de dire? À la même heure chaque soir, continua Olivia d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, ma fille criait, fixant toujours le coin de la pièce, juste à côté du réfrigérateur. Exactement pareil, souffla Nathalie. Je croyais devenir folle. J'ai tout essayé, mais personne ne m'a cru. Les yeux d'Olivia se remplirent de souvenirs. Puis, une nuit, j'ai aperçu une silhouette sombre debout devant ma fenêtre du 2e étage. Nathalie resta bouche bée. Tu l'as dit à quelqu'un? À la police? Olivia secoua la tête. Non. Ils ont dit que j'étais paranoïaque. Alors j'ai déménagé. Après ça, ma fille n'a plus jamais pleuré la nuit. Nathalie ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou terrifiée. Tu crois qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet appartement? Olivia la regarda droit dans les yeux. Je ne sais pas. Mais si tu restes là-bas, ne t'endors jamais à cette heure-là. Pas toute seule. Cette nuit-là, Nathalie a tenté quelque chose de différent. Elle a fait dormir Henri dans sa chambre, tandis qu'elle était allongée sur le canapé du salon. La caméra continuait d'enregistrer. 3h15, les sanglots habituels recommencèrent. Nathalie se précipita à l'intérieur. Henri se redressa, ses petites mains pressées contre son visage, ses jambes battant furieusement le vide. Mais cette fois, elle remarqua quelque chose de choquant, il ne regardait pas le réfrigérateur. Il fixait directement l'endroit où elle était allongée. Un engourdissement glacial la submergea. Se pouvait-il que la présence se soit déplacée, plutôt que de rester figée? Elle n'osa pas aller au bout de sa pensée. Elle serra son fils fort toute la nuit, sans jamais fermer les yeux. Le lendemain matin, Nathalie se traîna jusqu'au travail. À la lumière du jour, Émilie jeta un coup d'œil à ses yeux hantés et secoua la tête. « Tu vas t'effondrer. »« Je connais quelqu'un, Marcos, » dit Nathalie. « Un vieil ami. Il est spécialisé en psychologie infantile. Pas vraiment traditionnel, mais ça vaut le coup d'essayer. Personne d'autre ne me croit. » Marcos croit en des choses que la plupart des gens n'osent pas croire, dit Émilie avec un léger sourire. « Fais-moi confiance. » Nathalie hésita, puis accepta. Cet après-midi-là, Marcos arriva à son appartement. Il avait la quarantaine, une barbe hirsute, une veste en cuir usé et un regard perçant et inquisiteur. Il fit lentement le tour du salon, s'arrêtant enfin un long moment dans un coin, près du mini-frigo. « L'enfant a regardé ici », observa-t-il doucement. Nathalie hocha la tête. « C'est possible », murmura Marcos. « Il existe ce qu'on appelle la mémoire spatiale, un type d'information que nous ne comprenons pas encore totalement. Les enfants peuvent être extrêmement sensibles à certaines fluctuations énergétiques. Je ne parle pas de fantômes, mais je n'exclus rien non plus. » Nathalie serra les poings. « Que penses-tu du fait que mon fils pleure à la même heure chaque nuit? » Marcos fronça les sourcils. Un comportement récurrent dans le même contexte, au même moment, indique généralement un déclencheur environnemental fixe. Avez-vous la vidéo? Nathalie hocha la tête.
Montre-moi. Cette nuit-là, Nathalie ralluma la caméra, et cette fois, elle resta éveillée avec Henri. Non seulement pour filmer, mais pour assister à la scène du début à la fin. 3h14 Henri ouvrit les yeux. 3h15 silence. Nathalie était assise, stupéfaite, dans le noir. Son téléphone affichait 3h27. Henri dormait paisiblement dans ses bras, la respiration régulière. Pas de pleurs, pas de sanglots rauques. Elle n'avait pas dormi une seule fois ou effrayée, réalisant maintenant que tant qu'elle restait éveillée, Henri restait calme. Ce qui se passait n'était-il actif que lorsqu'elle s'abandonnait au sommeil? Le lendemain matin, Nathalie laissa Henri avec Sarah pour une heure seulement, une faveur rare que Sarah avait acceptée après avoir vu les images. Nathalie savait ce qu'elle devait faire. Son cœur battait la chamade en descendant au rez-de-chaussée, les yeux injectés de sang par des nuits interminables. Elle sonna à l'unité 001. La serrure claqua et Monsieur Anthony apparut, vêtu d'un pull en laine marron, ses cheveux blancs comme neige contrastant fortement avec ses yeux brillants et sages. « Ah, Nathalie. Comment vas-tu » demanda-t-il en s'écartant. « Entre. » Je préparais justement du café. Assise dans un fauteuil usé, entourée de portraits de famille en noir et blanc, Nathalie serrait sa tasse chaude. « Tu as dit un jour que tu avais entendu parler de mon unité. » « Quoi exactement » Monsieur Anthony l'observa un long moment, le silence s'étirant comme le temps. « Êtes-vous sûr de vouloir savoir » ? « Oui, murmura-t-elle. J'en ai besoin. » Il expira doucement. L'appartement 203 était occupé par un homme d'une quarantaine d'années, Raymond Brox. Il vivait seul. Le cou de Nathalie se glaça. Que s'est-il passé ? Il y a environ 3 mois, en novembre, il pleuvait à verse. La police a été appelée à cause d'une odeur étrange provenant de l'appartement. Elle posa sa tasse, les mains tremblantes. Ils sont entrés par effraction et l'ont trouvé mort depuis environ 2 jours. Aucune trace de lutte, aucune lettre de suicide. Mais l'horloge était brisée, ses aiguilles fixées à jamais à une heure précise. Ne me dis pas. 3h15 du matin, s'étrangla Nathalie. Anthony hocha la tête, l'air inchangé. Oui. Et plusieurs résidents en bas et de l'autre côté du couloir ont signalé avoir entendu 3 coups très légers et très lents chaque nuit à 3h du matin. La seule à le confirmer sans hésitation était Madame Martha, la gérante de l'immeuble. Elle m'a même dit avoir vu quelqu'un debout sous la lumière du détecteur de mouvement dans le couloir, mais lorsqu'elle est sortie, il n'y avait personne. L'appartement de Raymond était resté fermé à clé de l'intérieur. Nathalie se leva, la voix tremblante. Merci. J'ai besoin de temps. De retour dans son appartement, chaque carreau du sol semblait faire écho aux mots de Monsieur Anthony, Raymond. 15h15. L'odeur étrange. Les coups. Elle courut dans sa chambre et ouvrit son ordinateur portable. Elle chercha Raymond Brox Albuquerque et fouilla dans de vieilles nouvelles enfouies dans les archives locales, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un article dans l'Arizona Herald. Un homme a été retrouvé mort dans un appartement d'Albuquerque, mort subite suspectée, aucun proche, aucune disparition signalée. Les voisins ont dit connaître seulement son nom, Raymond. La police estime l'heure du décès à 3h15. Son cœur battait fort tandis que l'impensable vérité s'installait. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, la sonnette retentit. Nathalie sursauta. Elle regarda l'heure, 18h47, une heure inhabituelle pour des visiteurs. En regardant à travers le judas, elle vit Madame Martha, la gérante de l'immeuble, debout sur le pas de sa porte. Nathalie, appela-t-elle doucement tandis que la porte s'ouvrait. Elle sourit doucement, ses cheveux argentés soigneusement attachés sur sa nuque. « Bonjour, Madame Martha. Tout va bien ? Je vérifie juste rapidement le système d'alarme incendie, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Je vais inspecter tout le 2e étage. Nathalie hésita. Il y a un problème ? Certaines personnes ont signalé une odeur de brûlé la nuit, a expliqué Madame Martha. Il pourrait s'agir d'un câblage défectueux. Nathalie ouvrit la porte en grand. Martha entra, scrutant l'appartement d'un œil attentif. Cet endroit a encore son vieux parquet, hein ? Nathalie hocha la tête. Tu es déjà venu ici ? J'ai emménagé plusieurs fois, à l'époque où Raymond vivait ici. La réponse fut douce, mais frappa Nathalie comme un coup de tonnerre. Il vivait dans cet appartement. Oui, dit Nathalie en posant une main sur le dossier d'une chaise.
Le numéro 3 a toujours été le sien, jusqu'à ce qui est arrivé, demanda-t-elle doucement. Croyez-vous à des choses comme l'énergie ou à des sensations étranges dans une maison? Madame Martha soutint son regard un long moment. Oui, oui, dit-elle. J'ai perdu un petit-fils autrefois. L'aube me perturbe toujours. Moi aussi, murmura Nathalie d'une voix à peine audible. Une lueur brilla dans les yeux de Martha, quelque chose brilla puis disparut. Tu devrais remplacer la lampe du couloir devant ta porte, conseilla Madame Martha en se retournant pour partir. Parfois, la lumière permet d'éloigner les choses innommées. Cette nuit-là, Nathalie n'arrivait pas à dormir. Elle était assise à regarder Henri, son petit garçon, endormi comme un ange. Elle savait qu'il suffirait d'une seule erreur pour que les pleurs reviennent. Elle régla un réveil automatique à 3h10 chaque nuit, se promettant désespérément de ne pas s'endormir accidentellement pour qu'Henri ne se réveille jamais seul. Elle commença à imaginer que la chose n'apparaissait peut-être que lorsqu'elle ne la regardait pas. Raymond avait-il ressenti la même chose? Était-il mort de solitude, de quelqu'un ou de quelque chose qui l'appelait chaque nuit, comme Henri? Cette présence n'avait-elle jamais quitté l'appartement? La peur de Nathalie se tournait vers l'intérieur. Non pas les cris, ni le coin sombre et froid, ni le bourdonnement du mini-frigo, mais la possibilité qu'elle n'en ait pas fait assez, qu'elle n'ait pas remarqué assez tôt, qu'elle n'ait pas protégé son enfant à temps. Chaque nuit qui passait devenait un cruel rappel, son fils pleurait de désespoir tandis que la seule personne qui pouvait l'aider dormait. La culpabilité s'infiltrait en elle comme une nappe phréatique silencieuse, lente, jusqu'à ce qu'elle submerge tout. Le lendemain matin, après une 3e nuit consécutive sans pleurer, car elle était restée éveillée, Nathalie sortit dans le couloir. Le soleil matinal filtrait par une étroite fenêtre lorsqu'elle croisa Monsieur Anthony à la boîte aux lettres. « Tu es encore resté debout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse teintée d'inquiétude. Nathalie esquissa un sourire las. « Je n'ai pas le choix. Il ne pleure que quand je suis réveillée. » Il resta silencieux un instant. « Avez-vous pensé à inviter un prêtre ?» Nathalie se figea. « Tu crois qu'on en est arrivé là? » Non pas que je croie nécessairement aux fantômes, répondit-il, mais parfois une prière est la seule chose qui nous maintient ensemble lorsque la raison commence à craquer. Elle hocha la tête en guise de remerciement et s'éloigna, mais ses paroles restèrent gravées dans sa mémoire. Quand la raison commence à craquer, oui, elle ressentait cela depuis une semaine. Vers midi, Émilie m'a appelé. « Tu ne viens pas au Sunlight Café aujourd'hui? » Désolé, j'ai demandé plus de congés. Je n'ai pas dormi de la semaine. Tu ne peux pas continuer comme ça, Nathalie, soupira Émilie. Dormir par intermittence, vivre dans la peur? J'ai peur qu'un jour tu abandonnes. Nathalie laissa échapper un léger rire. Je ne peux pas abandonner, pas quand Henri tremble à chaque fois qu'il regarde au coin de la rue. Pas quand il se passe quelque chose à chaque fois que je ferme les yeux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, a admis Nathalie, mais si quelqu'un ou quelque chose entre dans la chambre de mon enfant chaque nuit, je ne vais pas laisser cela continuer. Cette nuit-là, Henri eut du mal à s'endormir. Dès qu'elle le déposa dans son berceau, il hurla, s'accrocha à ses épaules, les yeux écarquillés et parcourant la pièce. Nathalie le prit dans ses bras et fit les 100 pas en lui tapotant le dos. « Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qui te fait peur ici ?» Henri enfouit son visage dans son épaule, ses petites mains agrippées à son t-shirt. Au bout d'un moment, il murmura quelque chose ni « maman », ni « oh », ni un son familier. Nathalie se pencha. « Henri, qu'est-ce que tu viens de dire? » « Redis-le pour maman. » Il leva légèrement la tête et murmura « c'est là. »« Là-bas? » ?»« Où, ma puce? »« Comment ça, là-bas ?» Il ne répondit pas, frissonna seulement, enfouit son visage dans son cou et laissa échapper un léger sanglot. Nathalie se tourna vers le coin, près du mini-réfrigérateur. Rien de visible. Cette nuit-là, elle déposa Henri sur son lit. Elle ne supportait pas l'idée qu'il affronte seul la peur. Elle s'assit par terre, le dos contre le mur, les yeux fixés sur l'horloge, 2h58, 3h02, 3h08. Quand 3h15 sonna exactement, Henri se réveilla doucement. Il n'y eut pas de pleurs. Nathalie se pencha et posa doucement une main sur son front. « Maman est là, mon chéri, » murmura-t-elle. Il dormait paisiblement, mais pas elle. Pour la première fois, la peur venait du silence. Elle était assise devant son ordinateur,
regardant la vidéo en direct de la caméra installée dans la chambre d'Henri. Le laissant dormir seul, les yeux rivés sur l'écran, le cœur battant la chamade. À 15h13, un léger changement de direction. À 15h14, les paupières d'Henri s'ouvrirent brusquement. Il fixa le réfrigérateur un instant au pas de l'arme, seulement ce regard hanté puis se recoucha, le visage enfoncé dans l'oreiller. Il ne dormait pas, mais il n'était pas paniqué non plus. Nathalie frissonna. Elle était sa gardienne silencieuse, elle n'avait pas besoin d'entrer dans la pièce, il lui suffisait d'être vigilante. Une semaine plus tard, Nathalie a accepté un service supplémentaire le soir au Sunlight Café pour gagner plus d'argent. Émilie fronça les sourcils. « Tu devrais te reposer, dit-elle. »« Je ne peux pas, Émilie. Il y a des nuits où je reste éveillée jusqu'à l'aube, épuisée au point de hurler. » Émilie posa doucement une main sur l'épaule de Nathalie. « Au moins, ne sois pas seule ce soir. » Ce soir-là, Nathalie arriva à 3h45. Son cœur battait fort lorsqu'elle déverrouilla la porte et se précipita dans la chambre d'Henri. Il dormait d'un sommeil profond et paisible. Aucun bruit, aucune larme, aucun bruit d'oreiller. Un soulagement la submergea, mais il lui parut creux. Elle s'effondra au sol, le visage enfoui dans ses mains. Pour la première fois depuis près de 2 mois, la nuit s'était déroulée dans le calme et elle n'avait pas été là pour la regarder. Un frisson lui parcourut l'échine. Et si Henri ne pleurait que lorsqu'elle dormait ou était absente? Le lendemain, elle raconta tout à Marcos, le psychologue pour enfants recommandé par Émilie. Il arriva vers midi, la lumière du soleil inondant l'appartement, mais incapable de dissiper le malaise qui se lisait sur le visage de Nathalie. « Tu as entendu tout ce que j'ai dit ?» demanda Nathalie, la voix tremblante. « Je n'étais pas à la maison, et il n'a pas pleuré. » Marcos marqua une pause. Serait-il simplement en train de s'adapter à un nouveau rythme de sommeil? Tu ne comprends pas, coupa Nathalie. La nuit précédente, j'ai fait semblant de dormir, Henri a pleuré. Si je dors vraiment ou que je ne suis pas là, il reste silencieux. Marcos hocha la tête pensivement, prenant des notes dans son carnet. Peux-tu me montrer les images de la nuit où tu étais absent? Nathalie lui tendit son téléphone. La scène était simple, Henri endormi, pas de mouvement brusque ni de regard terrifié. Marcos la repassa plusieurs fois en secouant la tête. Rien d'inhabituel. Mais si ce que tu dis est vrai, songea-t-il, alors le déclencheur est ton absence ou autre chose. Les yeux de Nathalie restèrent fixés sur l'écran. 3 jours plus tard, Nathalie a imaginé une dernière expérience. Elle a allumé la caméra, laissé son téléphone dans le salon et s'est allongée dans son lit en faisant semblant de dormir. Sous l'oreiller d'Henri se trouvait un petit enregistreur audio. La nuit tomba. Henri reprit une respiration profonde et régulière. Nathalie ferma les yeux et se laissa glisser dans un état semi-conscient. À 15h15, elle n'entendit plus rien, mais plus tard, en réécoutant l'enregistrement, elle se figea. Une porte s'ouvrit en grinçant, la poignée tourna, la porte du réfrigérateur claqua. Puis un murmure féminin rauque, à quelques centimètres du micro, « Zou, ne pleure pas. Ne dis rien à maman. » Son cœur battait fort. Quelqu'un était entré dans son appartement, avait surveillé son fils, alors qu'elle se croyait la seule gardienne. Le lendemain matin, Nathalie verrouilla toutes les portes, tira tous les rideaux et appela Émilie. « J'ai besoin de toi ici, » murmura-t-elle. « Quelqu'un est rentré hier soir. » 20 minutes plus tard, Émilie, pâle et les yeux écarquillés, écoutait la voix fantomatique apaiser Henri, lui caresser les cheveux, réchauffer son biberon. « Elle a une clé, » murmura Émilie. Elle connaît cet endroit. Cet après-midi-là, au commissariat du centre-ville, Nathalie a décrit les intrusions à l'agent Daniel Moore. Aucune effraction, seul le propriétaire et le gérant de l'immeuble avaient des extras. « Je veux juste savoir si mon fils est en sécurité », a-t-elle plaidé. De retour chez elle, Nathalie a interpellé Madame Martha, la gérante de l'immeuble. « Avez-vous encore la clé de mon appartement ?» Martha hésita. « La clé de maintenance ? Seulement si je l'ai déjà utilisée. » Nathalie en eut le souffle coupé. La personne qui s'était introduite chez elle la nuit était une menace réelle, et la traque pour découvrir son identité ne faisait que commencer. Elle pinça les lèvres, ne vérifiant le système d'alarme incendie qu'une seule fois, la semaine dernière, alors que tu n'étais pas là. « Es-tu déjà entré dans mon appartement la nuit ?» demanda Nathalie d'une voix sèche. Son regard se déroula légèrement. « Non. »
Pourquoi me demandes-tu ça? Nathalie ne répondit pas. Elle fixa Martha, mais ses yeux vieillis et troubles étaient indéchiffrables. Nathalie changea délibérément de sujet. Connaissais-tu Raymond Brox? Martha hocha la tête. Oui. C'est moi qui l'ai trouvé. Nathalie était surprise. Et toi? J'allais vérifier les logements tous les lundis matins. Quand je frappais et qu'il ne répondait pas, je m'inquiétais. J'ai utilisé le double de la clé et je l'ai trouvé. Martha marqua une pause, l'air profondément triste. Nathalie fit un pas en arrière. Je change la serrure, dit-elle fermement. Et j'espère que si jamais quelqu'un est entré chez moi sans permission, il ne le fera plus jamais. Martha hocha la tête, évitant son regard. Cet après-midi-là, l'agent Daniel arriva avec un technicien. Ils inspectèrent la serrure, la porte d'entrée et installèrent des détecteurs de mouvement le long du couloir et près des fenêtres. Nathalie ressentit un certain soulagement, mais quelque chose la rongeait encore. Nous allons extraire les journaux d'accès des caméras du rez-de-chaussée, a déclaré Daniel, et interroger le gestionnaire de l'immeuble. Je veux le savoir au plus vite, répondit Nathalie. Elle est venue chez moi plus d'une fois. Elle connaît Henri, elle connaît mon emploi du temps. Daniel hocha la tête. Tu as bien fait de placer l'enregistreur. Peu de mères sont assez vigilantes pour remarquer quelque chose d'aussi subtil. Nathalie regarda par la fenêtre. Je n'avais pas le choix. Mon fils a pleuré pour quelque chose que je n'ai pas pu voir cette nuit-là. Elle déglutit difficilement. J'ai laissé Henri dormir dans ma chambre. J'ai placé une chaise devant la porte, l'enregistreur, la caméra où tout était prêt. Mais personne n'est venu. Pas de porte qui s'ouvre, pas de bourdonnement de chauffe-biberon, pas de voix. Le silence, comme si la vérité avait été révélée et que l'autre personne savait. Le lendemain matin, son téléphone sonna. Ici Daniel. Nous venons de visionner les images de sécurité, dit-il. Une personne est entrée dans votre appartement lundi soir. Pas d'effraction, pas d'alarme déclenchée. L'horodatage correspond exactement à l'enregistrement audio que vous avez enregistré. Nathalie serra les poings. Tu as vu son visage? Pas clairement. Elle portait un chapeau. Mais il y a une particularité. Qu'est-ce que c'est? La silhouette correspond presque exactement à celle de Martha. Nathalie ferma les yeux. Un vertige la submergea. Elle avait vécu dans le même immeuble, emprunté le même couloir, et chaque nuit, lorsqu'elle s'endormait, un inconnu entrait discrètement dans la chambre de son fils, comme si elle y avait sa place. Nathalie était assise immobile dans le salon, la lumière matinale filtrait à travers les stores et éclairait sa peau pâle et ses yeux cernés. La voix de Daniel était ferme. Nous ne pouvons confirmer l'identité sans un visage clair, mais la posture, la taille et la démarche de la personne correspondent étroitement à celle de Martha. Accepteriez-vous de descendre et de faire une déclaration? Nathalie posa sa main sur son front, comme si elle sortait tout juste d'une fièvre de 2 mois. Elle murmura, j'ai envisagé toutes les possibilités, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait elle. Daniel parla doucement. Tu n'avais pas tort de soupçonner. L'affronter ne sera pas facile, mais l'important, c'est que toi et Henri soyez en sécurité maintenant. Le mot « en sécurité » semblait inconnu, et pourtant il résonnait. 1 heure plus tard, Nathalie arriva au commissariat du centre-ville. Le bureau de l'agent Daniel était simple, un bureau, 2 chaises et un tableau en liège rempli de photos de couloirs résidentiels d'Albuquerque. Il lui tendit un mince dossier. Nous avons obtenu un mandat pour consulter les registres d'utilisation des passe-partout de l'immeuble. Depuis février, un passe-partout a permis d'accéder à l'unité 203 à 8 reprises, toutes vers 3h15. Nathalie se mordit la lèvre, les mains tremblantes. Quelle clé? Celui étiqueté, 2 tonnes métriques, signé par Martha elle-même. Il tourna la page suivante, une photo en noir et blanc d'un formulaire de signature de clé, griffonné d'une signature tremblante, Martha L. Lewis. Nathalie fixa le papier. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça à mon enfant? Daniel hocha la tête. C'est ce que nous voulons savoir aussi. Plus tard dans l'après-midi, des policiers ont abordé Martha dans le petit bureau de direction au rez-de-chaussée. Nathalie l'accompagnait, mais elle attendait dehors, tenant Henri dans ses bras. Il dormait paisiblement dans ses bras, les joues rouges. À travers la vitre, Nathalie vit Martha assise en face de Daniel. Son expression était calme, comme toutes les fois où elle lui avait souri dans le couloir.
Ses épaules s'affaissèrent. Nathalie perçut des bribes de la voix de Daniel tandis qu'il déposait les images de surveillance sur la table, une silhouette avec un chapeau marchant dans le couloir du 2e étage à 3h13 du matin. Martha baissa la tête et commença à parler. Nathalie se tendit, le cœur battant. La voix de Martha était basse et égale. Au début, je voulais juste vérifier. J'entendais un enfant pleurer toutes les nuits. Je me suis dit que sa mère ne savait peut-être pas comment s'occuper de lui. Daniel l'interrompit. Alors vous êtes entré chez eux sans permission? Martha baissa les yeux vers ses doigts tordus. J'ai eu un petit-fils, Léo. Il est mort il y a 5 ans, lui aussi à 3h15 du matin dans un état grave, murmura-t-elle. Je l'ai tenu toute la nuit. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois. Quand j'ai entendu Henri pleurer à la même heure, j'ai eu l'impression que Léo m'appelait. Je voulais juste le réconforter, lui réchauffer le lait, lui dire quelques mots comme je le faisais avec Léo. Je jure que je n'ai rien fait d'autre que le réconforter. Près d'1 heure plus tard, Daniel émergea. Nathalie se leva aussitôt. Vous pouvez entrer, dit-il, mais je vous recommande de rester calme. À l'intérieur, Martha leva les yeux, elle n'était plus la gérante de l'immeuble, mais une vieille femme effondrée dans les cendres de ses souvenirs. Je suis désolée, dit-elle avant que Nathalie ne puisse parler. Je ne pensais pas que tu le découvrirais. Je pensais avoir été prudente. La voix de Nathalie se brisa lorsqu'elle dit « Tu penses que se faufiler chez moi la nuit, sans être vu, sans être entendu, sans être ressenti, est prudent ?» Martha baissa la tête. « Je viens de voir le garçon seul. Il pleurait comme Léo. » Nathalie siffla entre ses dents, il pleurait parce qu'il avait peur. Il ne savait pas qui tu étais. Il ne comprenait pas pourquoi un inconnu le réveillait chaque nuit. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère n'était pas là pour le protéger d'une main qu'il n'osait jamais regarder. Martha tremblait. « Je suis désolée. Je voulais juste me sentir à nouveau utile. Ce n'est pas ton enfant, ni ton petit-fils. C'est mon fils, interrompit Nathalie en serrant Henri plus fort. Désormais, personne ne le touchera, sauf moi. 2 jours plus tard, un avis de police officiel était affiché dans le hall de l'immeuble. Martha Lewis, directrice de longue date, suspendue, son passe-partout révoqué, elle faisait l'objet d'une enquête pour entrée illégale. Nathalie se tenait devant l'ascenseur, les yeux rivés sur le papier. Ce qu'elle ressentait n'était pas du soulagement, mais un sentiment de vide. Émilie se tenait à côté d'elle, une main sur son épaule. « Tu devrais être fière. Peu de mères sont capables de remarquer une chose pareille. » Nathalie esquissa un léger sourire. « Je ne voulais pas être celle qui le remarquerait. Je voulais juste être celle qui protégerait mon enfant dès le début. Personne n'est parfait, Nathalie, mais tu as été vigilante au bon moment. » Émilie lui serra le bras. C'est peut-être ça, être mère. Cette nuit-là, pour la première fois depuis près de 2 mois, Nathalie allongea Henri sur son matelas, tira la couverture sur lui et n'alluma pas la caméra. Elle resta assise un moment à le regarder dormir sans crier, sans se réveiller en sursaut. Elle se pencha et murmura, « Personne ne te touchera plus, Henri. Personne ne s'introduit chez toi la nuit. Personne ne chuchote dans le dos de maman. Ton sommeil t'appartient maintenant. Personne ne peut te le voler. » Henri respira calmement, ses lèvres remuant légèrement, puis se tourna pour serrer son oreiller fort. Nathalie sortit et referma doucement la porte. Pour la première fois, l'obscurité ne l'effrayait plus. Une semaine après la révélation, Martha quitta l'immeuble en silence sans un au revoir, sans un regard en arrière. La voiture de police l'emmena mardi à 9h. Les voisins occupèrent les balcons et les couloirs en chuchotant. Ceux qui l'appelaient autrefois « Madame Martha », avec respect se taisaient désormais, comme s'ils ne l'avaient jamais connue. Nathalie se tenait dans le salon, tenant Henri dans ses bras. Par la fenêtre, elle vit la silhouette voûtée de Martha grimper sur la banquette arrière, dépouillée de son autorité, n'étant plus la directrice qui savait tout. Henri ne pleura pas. Il se blottit contre l'épaule de sa mère et sourit doucement, comme s'il sentait quelque chose s'élever du ciel ou une corde invisible qui les liait tous les deux depuis près de 2 mois. Nathalie l'embrassa sur le front. « On va bien maintenant, » murmura-t-elle. Henri, vraiment bien. Cette nuit-là, Nathalie changea toutes les serrures de l'appartement, pas seulement la porte d'entrée, mais aussi celle de la chambre, du balcon et même du réfrigérateur. Le serrurier, Lewis, un petit homme à la barbe fournie, demanda en retirant les anciennes serrures, qui avait les clés avant. « Quelqu'un qui n'aurait jamais dû, répondit-elle,
le regard froid et ferme. Lewis rit doucement, sans poser d'autres questions. Une fois le nouveau système de verrouillage électronique avec capteur et alarme installé, il lui tendit une seule carte clé. Une seule. Si vous en voulez d'autres copies, il vous faudra une empreinte digitale ou un code personnalisé. Personne n'entrera si vous ne les laissez pas entrer. Exactement ce dont j'ai besoin, dit Nathalie. Elle a demandé des horaires réduits au Sunlight Café, et Émilie l'a volontiers soutenue. Tu devrais rester à la maison avec Henri un moment. Laisse-moi m'occuper du travail. Je te dois tant. Non, tu ne me dois rien. Mais tu te dois un peu de temps pour respirer. Nathalie serra son amie dans ses bras, et ce fut la première fois qu'elle pleura non pas de peur ou de colère, mais de soulagement. 3 jours passèrent. 3 nuits d'affilée, Henri ne se réveilla pas à 3h15, pas de pleurs, pas de sursaut, pas d'appel de sa mère. Il dormit profondément de 21h à 6h. Nathalie se réveillait encore en sursaut au milieu de la nuit, un réflexe gravé dans son sang, mais chaque fois qu'elle se redressait, elle le trouvait allongé, immobile, respirant régulièrement, le visage apaisé. Elle sourit, se recoucha et s'endormit à nouveau, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Une nuit à 2h du matin, réveillée par le grondement d'un camion poubelle dehors, elle entra dans la chambre d'Henri, par simple précaution. Il serrait son ours en peluche dans ses bras, sa petite main posée sur sa joue, sans la moindre trace de la terreur qui le tourmentait depuis plus d'un mois. Nathalie s'assit près du lit et murmura, « Ton sommeil est sacré. Personne ne peut te l'enlever, pas même moi, pas même quelqu'un qui pense bien faire. Tu n'as besoin de personne pour me remplacer, et je ne te quitterai plus jamais. » Elle lui embrassa les cheveux et retira doucement sa main pour ne pas le réveiller. Quittant la pièce, elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie de mère, elle ressentit quelque chose de plus étrange que la peur, la paix. Un dimanche après-midi, elle emmena Henri rendre visite à sa mère à l'OSCU. Clara serrait son petit-fils fort dans ses bras, les yeux exorbités. « Le garçon a l'air beaucoup plus vif maintenant, dit-elle. Il dort mieux que moi maintenant et toi aussi, sourit Nathalie, la main sur le dos de son fils. Moi aussi, je commence à réapprendre à dormir. Ils étaient assis ensemble dans le petit jardin derrière la maison, les lilas violets fleurissant de l'autre côté du chemin. Clara brossa doucement les cheveux de sa fille. Certaines personnes sont si profondément blessées qu'elles oublient comment aimer correctement. Je sais, répondit Nathalie. Mais si je n'étais pas restée vigilante, ce ne serait pas moi qui souffrirais. Ce serait Henri. Tu es arrivé juste à temps, dit sa mère avec un doux sourire. Et j'ai appris qu'être mère, ce n'est pas seulement aimer, c'est aussi remarquer les plus petites choses, un regard, une heure, un cri continu. Nathalie hocha la tête. Parfois, l'instinct maternel est le seul moyen de protéger son enfant du désastre. La nouvelle de l'intrusion du gérant chez les locataires s'est répandue dans la communauté. Certains voisins avaient des soupçons, mais avaient trop peur de dénoncer. Après le dépôt du rapport de Nathalie, 3 autres familles ont porté plainte pour des incidents étranges, objets déplacés, nourriture manquante, lumières allumées. Martha a été confrontée à des sanctions administratives et a perdu ses droits de gestion sur tous les anciens immeubles d'appartements qu'elle avait supervisés, une peine légère, certes, mais suffisante pour l'empêcher de récidiver. Daniel envoya à Nathalie le rapport d'enquête accompagné d'un court message, « Tu as fait ce qu'il fallait, et attends. » Elle le lut et expira. Plus de murmures à 15h15, plus de voix étranges dans le noir. Un jour de printemps, sous un ciel clair, Nathalie emmena Henri sur le sentier de pierre blanche près du fleuve Colorado. Le garçon désigna une volée de moineaux en riant. Nathalie s'arrêta, s'assit sur les marches de pierre et le serra contre elle. Certains cauchemars ne viennent pas des rêves, mais du monde réel. Mais je me suis réveillé de ce cauchemar, et je ne me rendormirai plus jamais. Henri bâilla, la tête posée sur son épaule. Je serai toujours la première à t'entendre pleurer, murmura-t-elle, et la première à te protéger. Personne d'autre n'est nécessaire. Le soleil baignait vers l'ouest, une douce lumière dorée éclairant ses cheveux et ses yeux. Plus de frissons à 3h, plus de doutes, plus de culpabilité, seulement le réveil d'une mère qui avait appris que le plus effrayant n'est pas la peur elle-même, mais le danger que court son enfant sans qu'on le sache.